Merci à tous les 5. Merci Stéphanie. Nous allons revenir sur certains points qui ont déjà été abordés depuis ce matin. On a vu là, il y a quelques instants que la Solideo a tout organisé. On va parler données et précision. Concrètement, si on se penche sur la mécanique qui a permis d'atteindre ces objectifs environnementaux, la stratégie, une fois définie, il a fallu la décliner, la faire appliquer, et ce n'est possible qu'au moyen d'indicateurs. Alors j'ai vu en discutant ce matin que c'était un des sujets qui était très attendu. On va voir quels sont les indicateurs qui peuvent être utilisés, ceux qui l'ont été là, mais de façon peut-être un peu plus globale, comment les définir, comment les suivre, et que faire si ça dérape. Alors je vais demander aux intervenants de bien vouloir me rejoindre. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Venez vous mettre, comme disait Stéphanie, sous vos photos. C'est pour ceux qui ne seraient pas attentifs à tout instant. Comme ça, voilà, ils ont une anti-sèche au-dessus. Mais moi, je vais vous présenter. Donc, à mes côtés, Guilhem Blanchard. Bonjour, Guilhem. Vous êtes adjoint. Bonjour. Oui, c'est toujours l'occasion de tester, vous avez raison. Vous êtes adjoint directeur général de l'APIGE. Alors, j'étais chercher, c'est l'Agence publique de l'immobilier de la justice. Et vous êtes représentant ici de l'Institut de la maîtrise d'ouvrage à cette table. À vos côtés, Martial Eflin. Bonjour Martial. Vous êtes chercheur à l'Institut Pierre-Simon Laplace. S'ils sont allumés, ils marchent. Maintenant, on a eu des sueurs froides, mais là, je suis sereine. Vous travaillez donc sur les mesures d'adaptation proposées et mises en œuvre par les villes. On verra, c'est un chercheur un peu. À vos côtés, Guillaume Meunier. Bonjour Guillaume. Vous êtes expert en construction durable à l'IFPEB. Architecte et ingénieur. Alors, vous êtes un spécialiste des sujets urbains et on verra que vous avez travaillé sur le projet surtout au début. Et on vous expliquerait voilà, comment vous êtes projeté. Et vous êtes maintenant consultant pour la filière du bâtiment. Enfin, sur ces sujets-là, hein, vous n'êtes pas là par hasard. À vos côtés, Kelly Prévost. Alors, Kelly, vous êtes chef de projet Excellence environnementale à la Solideo. Je vais le dire discrètement, vous avez beaucoup œuvré pour cette journée aussi. Et je pense que tout le monde vous connaît bien ici. À vos côtés, Amandine Ruet, vous êtes maintenant chef de projet AMO et MOE. J'adore, vous avez quand même un petit côté parfois un peu acronyme hein, dans ce monde, à l'AMOS. Et vous avez été présente sur le projet tout du long, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Alors, les indicateurs, comme disait quelqu'un ce matin, c'est un sujet sérieux. Donc c'est quoi le terme qu'on a? Rigide. C'est un sujet qui n'a pas l'air a priori très facile, mais c'est vraiment crucial. Alors j'aimerais qu'on commence par le début, très concrètement. Quels indicateurs vous avez utilisés? Comment vous les avez définis? Et je crois que Kelly, c'est pour vous celle-là. Elle est bien technique. Alors, il faut l'allumer peut-être. Parce qu'il y a des gens qui coupent après. Et... Attendez correctement avec celui-là. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, quand on parle d'indicateurs, effectivement, ça peut faire peur. Et ce qui me semble important, c'est de repartir de la définition d'indicateur. Il y a un sujet de valeur, ça implique quelque chose de très quantitatif, mais il faut aussi penser quels sont les moyens de suivi de ces indicateurs, quelles sont les méthodologies, quels sont les outils. Et pour ça, la Solideo du coup a planché sur le sujet dès 2018. En fait, Kevin le mentionnait ce matin, la stratégie environnementale de la Solideo, elle a été adoptée dès les premiers conseils d'administration à la création en fait de cet établissement public dédié à la livraison des ouvrages pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et en fait, on est parti d'une feuille blanche. Et pour ça, la question était de se dire quelles sont les bonnes pratiques existantes, quel est l'état de l'art actuel des techniques constructives de l'époque, qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et quel est notre niveau d'ambition. Le niveau d'ambition, il était très clair. Ça a été notamment drivé par la candidature de la ville de Paris. Et c'est une des raisons principales pour laquelle, notamment, Paris a décroché son contrat de ville haute face à Los Angeles, qui a été du coup plutôt recalé au jeu de 2028. C'était cette forte ambition des critères environnementaux. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière la définition de ces ambitions et ce suivi en fait sine qua non un peu en chantier, ces indicateurs-là. Amandine notamment pourra le détailler un petit peu plus tard. Quand on regarde sur
en moyenne, pour une typologie d'ouvrage équivalente, on est un peu plus d'une centaine d'indicateurs par projet. Derrière cette centaine d'indicateurs, donc 3 thématiques principales. Donc on n'a pas beaucoup parlé au cours de cette journée de la neutralité carbone. On vient d'en parler un petit peu avec les équipements de la question du confort urbain et des enjeux aussi de biodiversité. Si je fallait que je retienne quelques indicateurs clés sur ces 3 thématiques et parmi cette centaine, sur la neutralité carbone, c'est assez évident, ce serait vraiment la définition en fait de budget carbone, et ça fait partie dès le début un peu des bases, c'est de se dire par rapport à l'état de l'art actuel, combien est-ce que ma typologie d'ouvrage émet d'émissions de gaz à effet de serre et jusqu'où est-ce que moi je veux me placer. Donc ça, il y a eu la déclinaison en fait de scénarios qu'on a appelés de référence et de scénarios socle. Ça fait partie notamment de la slide que Kevin vous a présentée ce matin en plénière, qui permettait le bilan carbone, c'est vraiment un gage que des engagements de moyens soient alloués. Parce qu'en fait, quand on parle de chiffre carbone, c'est le reflet direct et global de tous les items qu'on peut emmener. Typiquement, on a beaucoup parlé de construction bois, notamment sur la table ronde de ce matin. Il n'y a pas de prescription en termes de volume de bois qui a été donné dans le cahier des charges de la Solideo. Néanmoins, par la prescription de bilan carbone très strict, il était assez évident pour les opérateurs immobiliers et les maîtrises d'ouvrage autant publiques que privées de se tourner vers de la construction biosourcée qui permettent d'abaisser ces bilans carbone. Et le bilan carbone, à la fois, je répète, mais je trouve que c'est important, c'est vraiment le gage que des engagements de moyens soient pris, mais également il y a un enjeu de compréhension partagée. Les enjeux environnementaux, quand on peut facilement avoir une discussion un petit peu collégiale d'experts où, grosso modo, c'est un peu ce que vous nous dites, on se comprend qu'entre nous. Là, l'objectif, c'est de pouvoir le vulgariser et que chacun se l'approprie. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui a été fondamental à la Solideo, c'est que cette stratégie environnementale, elle puisse ruisseler, si je puis dire, tout au long de la chaîne d'acteurs et que chacun puisse s'approprier ces enjeux et s'en saisir et laisser libre cours aussi, je dirais, à des partis pris architecturaux, à des solutions innovantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Benjamin le soulignait juste avant. On ne souhaitait pas se placer en tant que sachant universel, mais bien utiliser un petit peu les bonnes pratiques de tout le monde. Donc voilà, sur la partie carbone. Amandine, sur la partie biodiversité, votre indicateur prédilection? Alors, pour le coup, c'est pas ma partie de prédilection, la biodiversité. On a beaucoup raisonné en termes de surface imperméable, de surface végétalisée, de coefficient de biotope et tout ce genre d'indicateurs qu'on retrouve assez généralement sur des projets, mais qui ont rarement un seuil défini et qui ont rarement un objectif prédéfini. Donc, je pense que c'est cela qu'on peut effectivement retenir sur la biodiversité. Bon, alors un peu plus... Peut-être pour compléter, très concrètement, il y avait un minimum en termes de pourcentage de surface de pleine terre par rapport à la parcelle. On peut parler de minimum pourcentage en termes d'abattement des eaux pluviales, sur lequel aussi on a travaillé avec Isplex. Il y avait un minimum il y a différentes strates en fait quand on parle de biodiversité. Un minimum de 3 strates on va dire, de biodiversité dans les projets, je voulais changer le mot, sur ce type d'indicateur qui était aussi regardé et décliné à l'échelle des projets. Et les toitures végétalisées aussi, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, cette dualité un petit peu entre est-ce qu'on fait des toitures avec du panneau photovoltaïque, est-ce qu'on fait des toitures plutôt avec de la végétalisation, et donc cet équilibre qu'il fallait trouver aussi avec l'économie de la construction et en fonction de la typologie d'ouvrage, parce que ça ne s'y prête pas dans les mêmes cas de figure, donc un minimum de pourcentage de toitures végétalisées avec un minimum d'épaisseur de substrat qui était généralement autour de 60 cm. Amandine, plus globalement, ça a été compliqué de choisir ces indicateurs? Alors, choisir ces indicateurs, ça n'a pas été tellement compliqué parce qu'il y a eu énormément de travail en amont du choix des indicateurs, donc je vais prendre un tout petit peu de recul. On a accompagné la Solideo dans toute la phase de définition stratégique des ambitions environnementales. Et ce travail-là, qui vraiment n'est pas à minimiser dans le cadre de projets aussi ambitieux, ça nous a permis
de trouver les différents objectifs et d'en décliner des indicateurs qui devenaient assez évidents quand on avait une stratégie très claire. Je voudrais quand même insister sur le fait que la Solideo a été extrêmement impliquée dans la définition de cette stratégie d'excellence environnementale et dans la déclinaison opérationnelle qui s'en est suivie. Et que c'est en partie cette implication-là qui nous a permis de définir des choses très claires, très tangibles, qu'on a réussi ensuite à suivre. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est sur le fait que cette stratégie, elle n'était pas hors sol, elle était vraiment ancrée dans le territoire. En tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage ou même des fois dans des équipes de maîtrise d'œuvre, on se retrouve confronté à des programmes où on veut tout. Sauf que souvent c'est pas possible de travailler sur tous les indicateurs au même niveau d'ambition, et du coup il y a eu tout ce travail un petit peu de contextualisation, de se poser la question en termes de calendrier, qui est quand même un enjeu fort de cette mission, en termes de calendrier, en termes de faisabilité technique, de cadre réglementaire, etc. Qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Si on reprend l'exemple du carbone dont Kelly parlait tout à l'heure et qui est effectivement un enjeu très fort, notre première étape, ça a été de réaliser des bilans carbone pour tous les ouvrages et de se poser la question de où est-ce qu'on arrive, à quel seuil on arrive si on pousse tous nos curseurs au maximum. Donc super, on a une ambition très très forte, et après on se pose la question de comment est-ce qu'on revient dans quelque chose qui est réalisable, et donc on reprend les sujets de calendrier, de faisabilité technique, économique, etc. pour recontextualiser tout ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait la force de cette stratégie, c'est qu'elle était ancrée dans ce qu'on pouvait faire sur le territoire. Guillaume, si on élargit peut-être un petit peu, parce que c'est votre... Vous avez travaillé sur ce projet-là, mais pas seulement, donc un peu plus globalement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des indicateurs utiles, nécessaires? Est-ce qu'il y a une règle? Et puis, en fait, j'étais assez étonnée au tout début qu'Ellie a dit qu'elle était repartie d'une feuille blanche. Vous étiez repartie d'une feuille blanche. Moi, j'aurais cru que, même si on n'a pas commencé au début du XXe siècle, mais que beaucoup de choses étaient maintenant très posées. C'est un peu la complexité des projets urbains dans le monde du bâtiment. Alors maintenant, on a la RE 2020, 6 indicateurs à respecter. Voilà. Bon, il y en a qu'on oublie parce qu'on y arrive, c'est facile. Dans le monde du bâtiment, il y a de l'urbain, il n'y a aucune règle. Et avec la particularité qui a été décrite, c'est qu'il y a des bâtiments et des espaces publics. Et alors, déjà, quand je dis espace public, comment on fait le bilan carbone d'un espace public, on peut tous se poser la question. C'est plus compliqué que sur le bâtiment. Et après, ce qui a été un peu dit, c'est que quand on travaille les sujets urbains, on a cette chance d'avoir tous les sujets à disposition. Les fameux sujets de mutualisation, c'est compliqué à l'échelle d'un bâtiment. Dès qu'on en a 3 à 4, on peut mutualiser les parkings, etc. Donc on peut créer un indicateur là-dessus. On peut vraiment traiter la biodiversité parce qu'on peut créer des parcs. Alors, sur une parcelle, c'est un peu compliqué. On a parlé de pleine terre, mais voilà. Et ce qui fait qu'on peut traiter comme ça tous les sujets à fond. Et une fois que je vous ai dit ça, on peut créer une espèce de méga HQE, le label HQE du bâtiment avec ses nombreux indicateurs, mais on peut faire x2, x3, parce que vraiment on sait tout traiter. Et c'est là où il faut bien faire la différence, ça a été décrit par Amandine, c'est on part d'une feuille blanche, on peut mettre des centaines d'indicateurs et on transforme ça en stratégie pour rendre ça intelligible. Et c'est ça le gros travail qui a dû être fait, c'est de choisir les indicateurs qui ont été pertinents, évidemment le bilan carbone, ça a été abordé, et d'en créer une stratégie. Et en fait, il n'y a pas de règle pour faire ça. Il n'y a pas une méthode. Alors à l'époque, il y avait une méthode qu'on suivait un peu, qui était une méthode de l'ADEME, mais qui était très vague. Mais voilà. Et donc on a dû créer cette stratégie sur la base d'indicateurs. Et c'est ça, la complexité, elle est là. J'ai pas de cadre pour faire ce travail-là. Guilhem, en complément, comment vous les choisissez, vos indicateurs? Alors on va préciser d'abord que je n'ai rien à voir avec les ouvrages olympiques et paralympiques. Non, mais je me suis élargi progressivement. Le décentrage du regard là, d'un autre maître d'ouvrage. Donc je vais reprendre avec mes mots ce qui a déjà été très bien dit par les collègues. Pour moi, dans le choix des indicateurs, il y a 4 grands sujets. Le premier, il est spécifique aux enjeux de la maîtrise d'ouvrage et du projet qu'on développe. C'est où est-ce qu'on met l'ambition. On n'a pas toujours les moyens et l'ambition des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il faut parfois choisir ses combats, et ces combats, ils doivent être adéquats, ancrés dans le besoin. Je donne un exemple très concret. Nous, on construit des prisons. Évidemment, la performance énergétique, la performance carbone des prisons, c'est un sujet important.
Mais on a choisi notre combat primordial, c'est celui du confort d'été. Pourquoi ? Parce qu'on se projette sur des détenus et des surveillants qui vont devoir survivre à des conditions climatiques très dures dans 50 ans. Et donc c'est notre premier enjeu dans le choix des indicateurs de performance autour du confort hygrothermique et de la performance énergétique. Les 3 autres critères de choix d'indicateurs, ils sont plus génériques. Le premier qui a déjà été cité, c'est le curseur entre l'ambition et la faisabilité. Ça a été évoqué aussi dans la présente table ronde sur les piscines. C'est quoi la faisabilité de la performance énergétique d'une piscine ? C'est quoi la faisabilité de la performance carbone d'une prison quand on a une bonne partie de nos murs qui est en béton armé, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement pour des raisons de sécurité ou de sécurité incendie. Et c'est très important de quelle est la faisabilité en amont, parce qu'on peut fixer des objectifs infaisables dans un contrat, mais c'est la garantie de l'échec en exécution. Enfin en exécution, en conception puis en exécution des travaux. Donc ça n'a plus aucune valeur pratique dans le pilotage des projets. Deuxième critère générique, la capacité à évaluer l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire c'est bien de définir un indicateur, mais encore faut-il pouvoir le suivre. Là encore un exemple concret, pendant des années, jusqu'à pas si longtemps, on pouvait faire dire à peu près ce qu'on voulait à une simulation thermique dynamique en fonction des hypothèses qu'on y rentre, de scénarios d'usage, d'hypothèses d'ouverture de fenêtres, etc. On sait aujourd'hui, après des années et des années de capitalisation d'expérience, à peu près cadrer les choses, mais c'est pareil partout, devant tout indicateur, il faut une méthode d'évaluation fiable et une ressource, externe ou interne, qui contre-expertise les justifications que nous donnent les concepteurs et les réalisateurs des projets. Et puis dernier sujet, qui est moins souvent abordé, mais je préfère le dire du coup, c'est quelle marge de manœuvre le maître d'ouvrage se laisse quand il définit un indicateur de performance. Nous, on recourt beaucoup aux marchés globaux de conception-réalisation, marchés globaux de performance, et dans ces contrats, on fixe très très tôt, avant toute étude de conception détaillée, des objectifs performantiels très précis et très engageants. Alors c'est bien parce que ça oblige tous les maillons de l'acte de construire à s'aligner sur l'objectif dès le départ et sans avoir 12 itérations pour remettre en question l'ambition. Mais c'est aussi contraignant pour le maître d'ouvrage parce que ça a été dit par des architectes qui le subissent. Le maître d'ouvrage, il peut faire évoluer son besoin pendant le temps long d'un projet. Et donc, si à ce moment-là, on s'est fixé soi-même un indicateur hyper contraignant qui dépend de manière très stricte du besoin qu'on avait imaginé initialement, et qu'on est soi-même, du coup, à l'origine du déséquilibre de la réponse à l'indicateur, comment est-ce qu'on gère son contrat en exécution derrière ? Donc c'est vraiment, nous, une question qu'on se pose systématiquement, de l'indicateur qui correspond à l'ambition et à l'objet qu'on imagine. Quelle flexibilité permet l'indicateur dans l'évolution du projet sur un projet qui va durer 5-10 ans ? Voilà pour ma fenêtre. Martial, vous êtes un spécialiste du très long terme. Alors, j'ai envie de dire que vous arrivez avec des indicateurs peut-être après. Quelles sont vos règles et comment vous arrivez à inscrire vos indicateurs dans la suite des projets ? En effet, d'un point de vue des sciences du climat, dans lequel je travaille, on va plutôt s'intéresser à la phase justement héritage et comment le fonctionnement du village amène justement les performances qui ont été prévues initialement. Principalement, donc nous on s'est intéressé aux aspects de confort urbain et qu'est-ce qu'on met derrière le confort urbain. En ce moment, il y a quand même un focus sur le fonctionnement, notamment en été. Donc un bon fonctionnement lors des conditions de très forte chaleur. Il y a bien sûr toutes les questions liées à la qualité de l'air, sur la qualité de l'air, il y a des réglementations très précises qui existent, ce qui n'est pas le cas notamment sur la chaleur. Il va y avoir bien sûr aussi les aspects de santé de la végétation, puisqu'en fait, partie prenante dès l'aménagement, il y a tous les espaces publics et privés dans lesquels on met de la végétation et qui ont des fonctions essentielles. Et en plus de la survie des humains en milieu urbain, il faut s'intéresser à la survie de la végétation qu'on y insère. Et notamment, et ça inclut le sol, la végétation elle-même et puis tout le cycle de l'eau associé. Voilà. Il y a bien sûr après, dans le fonctionnement, ça va être le bien-être aussi des usagers du village. On imagine beaucoup de capteurs très tech, j'ai raison de Voilà. voir ça comme ça ? Et donc, pour pouvoir faire ce suivi après, il faut en effet intégrer dans l'environnement, dans le village, un ensemble de capteurs
environnementaux qui vont, chaque capteur ayant sa spécificité d'un paramètre à suivre, des températures bien sûr, d'humidité dans le sol, d'informations sur le développement racinaire des arbres, de différents constituants de l'air en termes de chimie. Et aspect très important, c'est comment on se place dans la phase héritage, un suivi sur le long terme. La végétation, elle ne va pas se développer en 15 jours. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs années, ça peut prendre voire des décennies. Il faut s'inscrire sur le temps long. Et pour faire ça, il faut une méthodologie qui va faire en sorte que les données qu'on va récolter vont être de suffisamment bonne qualité et suffisamment de continuité pour qu'on puisse ensuite faire des analyses scientifiques pertinentes. Alors vous avez cité le village sur un lapsus, mais concrètement vous avez mis combien de capteurs dans le village et vous suivez quoi? Alors ça dépend des paramètres. Pour certains paramètres, on peut avoir une bonne représentativité. Par exemple pour la température, on va dire qu'avec 4-5 points de mesure, on a une bonne représentativité. Pour la qualité de l'air, il y avait des innovations aussi à évaluer. Donc là, il y a plus de points de mesure, peut-être une dizaine. Par contre, quand on poursuit le développement racinaire des arbres, là, on peut être sur 25 ou 30 capteurs pour étudier le développement des différents sujets végétaux qui peuvent être différents selon leur emplacement ou selon leur essence également. Donc, on est au final sur plusieurs centaines de capteurs. Et ce qui est avec derrière, il y a aucune réglementation non plus qui impose ces choses-là. Donc c'est vraiment un parti pris d'avoir une qualité du suivi et de s'assurer que ce qui a été développé est bien fonctionnel. Alors, avant de poser la question justement du suivi, peut-être sur le projet, si je continue juste avec vous, aujourd'hui, tous ces indicateurs-là, les données vont où et qui s'en occupe concrètement? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que c'est beaucoup de travail, de méthodologie, tout ça. Donc il y a une centralisation des données qui a été confiée donc à des entreprises qui non seulement après avoir installé les capteurs récupèrent les données, centralisent ces données. Il faut que ces données puissent être ensuite disponibles, par exemple pour la recherche. Mais pas uniquement, pour être disponible également pour le public qui pourrait être intéressé. Et il faut ensuite que ceci perdure dans le temps. Donc il y a une phase de transfert de ce qu'a développé la Solideo vers la collectivité, donc pleine commune, qui va devoir ensuite prend la responsabilité du maintien de cette activité. Et ça, c'est pas encore totalement défini? Si, c'est bien défini. Mais voilà, la phase de transition n'est pas terminée. Kelly, je reviens en arrière par rapport à ça. Justement, tout au long du projet, c'est bien d'avoir des indicateurs. Il faut les suivre, les regarder, les contractualiser, pour reprendre un de vos termes. Alors concrètement, comment vous avez fait? Le sujet, cette contractualisation, je vais reprendre un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, et c'est pas le mot réplicabilité, c'est le mot agilité ou intelligence collective. Je vais commencer par ma synthèse et après je vous développe mes quelques points. C'est vraiment cet esprit de co-construction et de tirer parti du savoir-faire un peu de chacun, des architectes, des maîtrises d'ouvrage, des bureaux d'études, etc. Et donc, le premier point, c'est, en tant qu'aménageur, par exemple, là, si on se place dans le rôle de la Solideo, c'est définir le niveau d'ambition auquel on souhaite tendre. Ça, c'était assez clair et intangible. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on le traduit sous forme, effectivement, d'indicateurs suffisamment précis et compréhensibles par tous, pour que ce soit quelque chose qui soit partagé et, comme je le disais précédemment, que chacun puisse incarner ses sujets, que ce soit pas uniquement l'aménageur ou la maîtrise d'ouvrage qui arrive avec ses gros sabots et qui dit bon bah voilà, moi dans mon contrat c'est écrit ceci cela, ou je veux ceci cela et je veux que ce soit écrit dans le contrat pour réussir ce niveau d'ambition. Et donc cette transformation du niveau d'ambition sous un niveau d'indicateur, l'agilité de projet a été de faire un état de l'art de ce qui était existant, pouvoir tout consolider, pousser les curseurs autant que possible, et avoir aussi un mode de contractualisation qui engageait les différentes parties prenantes. Et un mode de contractualisation avec un cahier des charges suffisamment
adaptée à chaque typologie d'ouvrage. Je disais que la Solideo s'est dotée d'une stratégie environnementale commune à l'ensemble de ces typologies d'ouvrages, mais sur ces 70 opérations, on a plus d'une dizaine de typologies, du résidentiel, du tertiaire, des infrastructures, des aménagements paysagers, des ouvrages d'art. Et donc, la question était de se dire comment est-ce qu'on les décline aussi très précisément pour que ce soit adapté à chacun et que chacun s'y retrouve. Et donc ça passe par des déclinaisons, notamment d'annexes environnementales, qui ont été directement inscrites dans les contrats. Donc si on parle des lots immobiliers, notamment sur le village des athlètes et le village des médias, ce qu'on a appelé des CP2E, donc des cahiers de prescription d'excellence environnementale, qui faisaient, je pense au bas mot, à peu près 200 pages, ont été annexés aux actes de vente des lots immobiliers. Si on parle plutôt des ouvrages dits supervisés, ces annexes environnementales, qui étaient pour la plupart d'ailleurs déjà traduites sous la forme de tableaux d'indicateurs, elles ont été directement annexées également à des contrats qu'on a appelés des conventions d'objectifs, qui étaient tripartites. Tripartites parce qu'elles reliaient à la fois la Solideo, au maître d'ouvrage, public ou privé, et à Paris 2024, parce que la Solideo avait son propre cahier des charges, mais il fallait que ça réponde également aux enjeux de Paris 2024. Et Guillaume, je vous ai vu faire je sais pas comment qualifier ça, on est entre la moue dubitative et le... Alors, très concrètement, je suis pas très bonne en maths, mais 70 ouvrages et un minimum de 100 indicateurs, ça fait un tableau Excel cauchemardesque ? Non, c'était très facile. Hein. Non, oui, c'est effectivement c'est la complexité et même quand on repense à la contractualisation, quand on parle d'ISPLEX, on était quatre bureaux d'études pour traiter l'ensemble de ces ouvrages avec chacun nos spécificités. Effectivement, nos sujets, c'est pas la biodiversité, donc on avait des experts de la biodiversité dans notre équipe et même entre nous, effectivement, c'est comment on se répartit les tâches parce que c'était pas une personne par équipe. Vous avez vraiment fait ça sur Excel ? Ah, par contre, oui. C'était Excel. Je dis ça, je dis rien. Non, et notamment c'était une grosse partie de ton travail de coordonner tout ça. Effectivement, et du coup la contractualisation, effectivement, c'est important, c'est trouver une parce qu'après, au final, en vrai, le processus, si ça avait été un projet urbain standard, il n'a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'un seul bureau d'études peut répondre, il y a moins d'indicateurs, on simplifie, etc. Là, c'est la taille, effectivement la temporalité aussi. Hein, c'est l'objectif numéro 1, c'est fallait quand même qu'on fasse les jeux. Et c'est ça qui rend l'objet contractuel, mais presque intéressant dans le sens... Tu parlais d'agilité, c'est que à partir du moment où on avait fini la mission initiale de réalisation de la stratégie, c'est là où on rentrait vraiment dans l'agilité. C'est que les projets arrivaient et on était appelés et Amandine nous disait il faut qu'on fasse ça. On a 3 semaines pour répondre à ça et de ça découler du contrat initial qu'on avait. Alors Amandine, peut-être une réaction sur cette éventuelle difficulté. Alors oui, la difficulté, elle était effectivement liée à l'ampleur du projet, au calendrier, etc. Mais pour autant, ça n'a pas été si difficile que ça de suivre ces indicateurs, puisqu'il y avait eu tout le travail amont de déclinaison de ces indicateurs dans une stratégie de contractualisation qui nous a donné un cadre très très clair. Tout le monde savait au démarrage du projet quels étaient les objectifs, quels étaient les indicateurs qui définissaient ces objectifs, enfin, qui détaillaient ces objectifs, quels étaient les seuils à atteindre et comment est-ce qu'on allait justifier de l'atteinte de ces seuils. Partant de là, on a un cadre qui est très clair et tous les acteurs, décideurs, concepteurs ou autres, savaient quelle était leur part de responsabilité pour répondre à ces différents enjeux. Donc notre mission a certes été chronophage et intense de collecte de toutes ces informations, d'analyse, on s'est beaucoup posé la question sous ces indicateurs, est-ce qu'on les garde à l'échelle d'un ouvrage ou est-ce qu'on arrive à les centraliser à l'échelle des 70 ouvrages et est-ce que ça voudra toujours dire quelque chose une fois qu'on aura fait ces sommes d'indicateurs. Donc on s'est aussi beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on les compile. La grosse difficulté à laquelle on s'est confronté, nous, en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage de la Solideo, c'est surtout qu'on a eu une
période du projet pendant laquelle on n'était plus en charge du suivi, qui est notamment la période de chantier. Nous, on s'est arrêté en fin de conception et on a repris pour le suivi des indicateurs justement au moment de la réception. Et donc il s'est passé 1 an, voire 1 an et demi entre ces deux phases. Et c'est là la principale difficulté que nous on a rencontrée, c'est de raccrocher les wagons. Juste d'un point de vue pratique dans l'organisation, je comprends. Peut-être juste un complément, c'est qu'effectivement la mission du coup d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment du groupement ISPLEX, n'a pas eu lieu pendant la phase chantier, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas suivi ces indicateurs en phase chantier. Non, c'était juste une passation d'Amandine à vous. Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est que, notamment la direction dans laquelle je m'inscrivais, donc la direction de la stratégie de l'innovation qui était portée par Antoine Zouswich, on a travaillé pendant cette année et demie à ce suivi, et c'était quelque chose qui s'est fait de façon très régulière. On avait ce qu'on appelait des revues de projet pour les ouvrages supervisés qui étaient mensuels, donc on rencontrait les maîtres d'ouvrage mensuellement. On avait sur les lots immobiliers du village des athlètes des revues qui étaient trimestrielles sur l'ensemble de ces indicateurs, sur les enjeux spécifiques de chantier, typiquement le tri des déchets, les objectifs d'économie circulaire, etc. C'était des audits qui se tenaient tous les mois. Donc effectivement, c'est peut-être un écueil qu'on n'ait pas été accompagné d'un AMO pendant cette phase chantier. Néanmoins, ce suivi s'est fait quand même tout au fil de l'eau. Guilhem, peut-être sur ces phases de pilotage de la contractualisation, un mot sur l'organisation que, j'allais dire vous préconisez, c'est pas un joli terme, mais que vous utilisez. Non, mais effectivement, je garde la casquette du maître d'ouvrage générique au-delà du projet exceptionnel de la Solideo. Donc moi je vois 4 phases importantes dans le suivi des indicateurs. La première dont on parle pas beaucoup, c'est en amont de la contractualisation. Il y a toute une phase qui est importante pour caler le curseur entre l'ambition et la faisabilité. Kelly l'a expliqué. Ouais. Voilà, pour vérifier la plausibilité, la pertinence de ce qui est proposé par les différents candidats. Alors on critique beaucoup le code de la commande publique parfois, mais pour une fois, moi j'ai rien à lui reprocher. Il offre des outils très intéressants et très puissants pour faire ce dialogue en amont de la contractualisation. Le plus simple, la procédure avec négociation, encore mieux le dialogue compétitif, et puis sur des objets très spécifiques, on peut même imaginer le partenariat d'innovation. Alors c'est un inconvénient, c'est que c'est très long, et c'est très coûteux pour tout le monde de gérer ces types de procédures. Et puis il y a la phase de mise au point, une fois qu'on a choisi l'attributaire, mais avant de signer le contrat, qui est aussi une séquence importante pour clarifier ce qui doit l'être au regard des offres et des attentes du maître d'ouvrage. Ensuite, pendant les études, c'est ce dont on parlait, les immenses tableaux Excel, les matrices de suivi, d'énormes ressources expertes et humaines à mobiliser, tant côté groupement de conceptualisation que chez les assistants à maîtrise d'ouvrage, voire les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Alors moi, j'ai un peu une critique, mais qui est une autocritique du secteur de la construction. Je trouve qu'on est un peu passéiste sur les outils, on utilise toujours Excel. Et pour moi, une taquinerie, m'en voulez pas. Mais c'est vrai, c'est important. On a beaucoup à apprendre, à mon sens, des porteurs de projets industriels. Je sais pas, l'aviation, le nucléaire, des secteurs comme ça, pour travailler la digitalisation et l'automatisation partielle du suivi de performance. Par exemple, mais c'est tout bête, mais c'est très difficile aujourd'hui. Tout le monde veut faire du BIM, tout le monde fait du BIM. C'est quand même dommage qu'on sache pas correctement extraire des données d'une maquette BIM pour calculer le respect d'une performance technique facilement quantifiable. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il faut concevoir dès le départ les indicateurs et les outils de suivi si on veut aller vers cette digitalisation. Troisième point, alors qui a été évoqué au regard des montages contractuels de la Solideo, mais c'est pendant le chantier, c'est une étape très importante. Ça a été dit aussi dans la précédente table ronde sur les ponts thermiques. C'est super d'avoir un dossier pro parfait, mais derrière, vous avez des dizaines de bureaux d'études d'exécution, des centaines d'encadrants de chantier, des milliers de compagnons qui font ou pas la performance des ouvrages réalisés. Et on a beau avoir des contrats très rugueux ou très rigoureux, si on se rate pendant l'exécution, les conséquences des reprises en aval en fin de chantier, voire après la réception, sont tellement compliquées à assumer, y compris pour le maître d'ouvrage qui veut pouvoir exploiter sa piscine ou sa prison, qu'on se retrouve finalement à renoncer à l'ambition parce qu'on n'a pas tellement le choix et à discuter des conséquences financières du raté. Donc là, l'implication de tous les maillons, depuis le compagnon et le conducteur de travaux jusqu'à la maîtrise d'ouvrage, en passant par la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle qu'on cite pas beaucoup mais qui sont très importants, et les différents AMO est essentielle. Nous là-dessus à la Pige, on développe des
Les schémas de contrôle qualité, c'est pas la panacée, mais ça vient se superposer au plan d'assurance qualité des constructeurs et de tous les participants à l'acte de construire pour générer des jalons de contrôle spécifiques tirés de notre retour d'expérience de maître d'ouvrage. Voilà, et puis la dernière phase, c'est la vie des ouvrages. Alors on a là encore des vecteurs contractuels potentiellement très puissants, hein. Le marché global de performance, le marché de partenariat, anciennement PPP, qui permettent théoriquement de sanctionner contractuellement la réalité de la performance atteinte. C'est très stimulant conceptuellement. On peut faire des ateliers sur des semaines entières avec plein d'experts pour définir les indicateurs et les modalités de contrôle des indicateurs. Bon, moi, ma vision personnelle, c'est que dans la vraie vie, quand il y a un vrai problème, on passe surtout une dizaine d'années à se renvoyer la responsabilité sur la chaîne de défaillance et que c'est pas tellement sur la sanction contractuelle de la performance que ces vecteurs sont intéressants. En revanche, ils sont très pertinents parce que ça force à mettre en place un suivi, à capitaliser de la donnée, à capitaliser de l'expérience et à alimenter nos successeurs dans 5-10 ans sur les évolutions de leurs ambitions et de leurs indicateurs. Je voudrais revenir sur le point 3 de votre liste. Et concrètement, quand ça dérape, quand ça a dérapé, parce que j'arrive pas à croire que ça n'a jamais dérapé, comment vous avez fait? Alors Kelly, Guillaume, peut-être, voilà, qu'est-ce qui s'est passé les quelques fois où ça a dérapé et comment est-ce que vous avez pu, pour aussi reprendre ce que disait Guilhem, éviter de vous renvoyer la balle sans fin et de faire en sorte que finalement on laisse tomber parce que c'est trop compliqué? Moi j'ai un souvenir où ça a failli déraper. Et le failli est pas mal, et où c'était le bilan carbone du Bourget, de la halle du Bourget, où la... Des noms, dénoncez-nous. Ah non, le projet, mais... Le projet. Et dans lequel les premiers projets, il y avait peu de matériaux biosourcés, et donc avec le risque effectivement de pas atteindre les objectifs, même si c'est un ouvrage parmi les 60. Donc je pense qu'on aurait trouvé d'autres solutions. Et en fait, c'est dans le dialogue. On a discuté. Il y a eu des réunions où, je souviens que c'était un peu tendu. Et je dis ça parce qu'il y a les contraintes de l'aéroport. Enfin, en même temps, si c'était facile, ça se saurait. Pas des plus faciles, oui. Voilà. Mais et le résultat, il y a eu, on a travaillé, etc. Donc il y a le failli. Après, tu veux parler des séquestres ou la méthode. Alors, et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est un sujet qui est un peu incroyable c'est qu'en fait tout ce qu'on dit qui a été mis en place en fait existait éparse dans un peu tous les projets. C'est le séquestre, par contre, ça avait été testé sur un autre projet avant. C'est quoi le séquestre? Alors le séquestre, c'est le fait de dire que vous n'avez l'ensemble des montants de travaux moins quelque chose, et quand vous atteignez les objectifs, on vous donne le reliquat. Honnêtement, c'est ce que vous pouvez faire chez vous quand on fait des travaux chez vous, ça marche bien pour motiver les entreprises. Donc là, on appelle ça un séquestre. Et du coup, il y a cette notion de séquestre qui avait été testée, mais même un peu à grande échelle, c'était dans le quartier Batignolles. Et c'est de là, une autre ville l'avait testé là-bas. Et donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, qui permet de motiver. En vrai, la question, c'est, voilà, vous avez cette motivation ultime de dire, il faut qu'on atteigne tous ensemble les objectifs. L'objectif, c'est pas de pas payer les entreprises, mais surtout de se dire, on y va. Kelly, ça représentait quel ordre de grandeur sur les projets, le séquestre? Sur les ouvrages disupervisés, on était sur une enveloppe de 10%. Pour donner un ordre d'idée. Je compléterai la réponse de Guillaume juste avant. Comment est-ce qu'on fait quand ça dérape? Et je rajoute une petite question. Comment est-ce qu'on sait que ça dérape? Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on se parle. Et je pense que ce qui a été aussi une force, c'était cet enjeu de transparence et cet enjeu de ne pas avoir, d'essayer pour la Solido de ne pas avoir sa casquette de policiers, de flicage, si je puis dire. C'était vraiment on se dit les choses telles qu'elles sont. S'il y a un dérapage que les opérateurs immobiliers ou les maîtrises d'ouvrage voient venir, on se le dit de façon honnête et assez franche, et on essaie de voir collectivement comment est-ce qu'on peut gérer ensemble. Je pense notamment sur la force aussi d'un aménageur, notamment sur une ZAC de 52 hectares, quand même, sur le village des athlètes, c'est de pouvoir mutualiser aussi les moyens et mutualiser les compétences. Donc vraiment cette transparence de l'échange, le fait aussi de la bonne volonté. On avait du coup 3 opérateurs immobiliers privés qui
qui se sont parlé, qui n'ont pas nécessairement joué la carte de l'individualité, qui ont accepté aussi de se réunir autour d'une table et pas de se révéler un peu leur recette de cuisine individuelle, mais de jouer collectif. Et ça, très honnêtement, on en parle depuis le début de la journée, mais ça a vraiment été une des forces principales. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on sait que ça dérape, comment est-ce que c'est que ça dérape. Et comment est-ce qu'on fait quand ça dérape? Un des outils qu'a développé notamment la direction des programmes en charge de la supervision à la Solideo, ça a été d'évaluer pour chacune des modifications de projet quelle est la conséquence environnementale. Exemple très simple, sur un revêtement d'espace public, le revêtement A était prévu initialement pour des raisons tout autres de budget, de contraintes planning ou on en a vu encore d'autres exemples, ce revêtement A ne peut plus être mis en place. Il y a des propositions B, C, D. Ok, le critère financier est regardé, le critère logistique de mise en œuvre, mais le critère environnemental a été au même niveau que tous ces autres critères. Et donc pour ça, très concrètement, on a été regarder dans les FDES, quel est l'impact carbone de ce matériau. Et si on si on évalue que ça peut être une bonne solution, on refait tourner les bilans carbone pour voir est-ce qu'on a une évolution qui est significative, dans un sens ou dans un autre, en amélioration ou diminution. Et du coup, ça permet aussi d'avoir ce point de vue à l'échelle globale. Et donc ça, ces évolutions de projet, elles ont été caractérisées, et si elles étaient significatives, ça a fait l'objet d'avenants, en fait, dans les différents contrats. On a le temps de prendre une ou deux questions. Alors, très bien. Allez-y, mesdames. Oui. Pardon, excusez-moi. Je pense avoir à peu près bien compris comment... Si vous voulez bien vous présenter, en fait, ce serait Alors, gentil. je suis Sarah Bélier, je suis DG d'un EPA à Nice et en même temps, je suis coprésidente du Réseau national des aménageurs. J'ai à peu près bien compris le pilotage de cette évaluation en phase conception et jusqu'à la livraison. J'ai un peu plus de mal à comprendre en fonction de la diversité des maîtrises d'ouvrage et des différents bureaux d'études qui sont intervenus aussi. Comment va être pilotée la phase exploitation qui, si j'ai bien compris les chiffres qui nous ont été annoncés ce matin, permettait de baisser de 67% les impacts par rapport au schéma de référence? Kelly, Amandine, qui se dévoue? Donc effectivement, les bilans carbone, ils ont été établis sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire on parle beaucoup de travaux, mais la question c'était aussi d'anticiper à l'usage du bâtiment. Donc le parti pris a été de le regarder sur 50 ans. Quel va être l'impact d'utilisation de l'ouvrage? Si on parle sur des piscines, c'est plutôt la consommation énergétique. Si on parle plutôt des équipements résidentiels et tertiaires, on va plutôt sur les consommations énergétiques. Et donc ça a été piloté dans une globalité, on va dire, et les autorités compétentes en charge de la gestion concrètement de ces ouvrages ont été associées également dès le début. Je pense notamment, du coup, ça fait le lien aussi avec le travail de Martial sur les espaces publics. Du coup, Pleine Commune, qui reprendra en fait, qui assurera la gestion de ces espaces publics, a été associé quasiment dès les phases, dès les premières phases de discussion, pour qu'ils puissent aussi partager quels sont leurs impératifs, quels sont leurs moyens et quelles sont les difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans leur projet actuel, pour qu'on puisse les intégrer et anticiper au mieux que possible ces éléments. Je crois qu'il y avait une question juste à côté de vous. Oui, c'est un peu complémentaire. En fait, ce qu'on voulait savoir, on a nous-mêmes à Nice un référentiel environnemental qu'on suit avec tout un tas d'indicateurs, mais on a beaucoup plus de difficultés en matière de gestion, et notamment des bâtiments, de logements ou de bureaux. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à contractualiser avec les gestionnaires, avec les copros, pour avoir un suivi quantitatif et qualitatif, peut-être aussi sur le confort usager ou... Est-ce que ça peut être Martial? Oui, Guillaume. Ouais. Oui, les consommations d'usage des bâtiments, on peut effectivement contractualiser. Donc c'est ce que décrivait Guillaume. On peut faire des contrats de performance énergétique
pour suivre la performance du bâtiment, parce qu'effectivement, ce qui se passe assez souvent à l'échelle d'un bâtiment, et c'est par contre à l'échelle d'un quartier, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je zoome à l'échelle du bâtiment. À l'échelle d'un bâtiment, c'est possible de le faire, ce qui a effectivement, comme vous l'avez bien décrit, ça permet aussi de conserver finalement un lien avec une maîtrise d'œuvre qui souvent disparaît à réception. Donc ça, c'est des contrats de performance avec ce que vous décrivez, ces discussions où on peut faire de tout un tas de trucs d'ingénieurs absolument passionnants avec encore d'autres acronymes. Donc ça, effectivement, mais c'est des contractualisations à faire à l'ouvrage, avec la particularité, c'est que dans les bureaux, c'est relativement facile de les faire. Dans le logement, il y a quand même une complexité. C'est un peu plus compliqué dans les logements, dans lequel on doit décorréler ce qui est de l'usager propre et qui nécessite presque un accompagnement de l'usager et de ce qui est typiquement des parties communes ou des choses comme ça. Dans le bureau, c'est un peu plus facile parce que souvent il y a un ou plusieurs preneurs avec qui on peut discuter. Donc c'est ça. Après, je crois pas que la Solideo on est Martial, mis en place. Martial peut peut-être élargir si on dézoome un peu plus, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a la question, la centrale, qui est celle des données et la collecte des données. Donc il faut quand même s'assurer aussi que si on veut suivre dans le temps, qu'il y a quelque chose de rigoureux qui est fait dans la collecte pour qu'on puisse l'analyser après. Donc ça peut être vrai pour des données à l'intérieur des bâtiments, mais c'est vrai aussi sur les données sur l'espace public. Et c'est vrai qu'on manque, comme on manque de réglementation, notamment sur tous les aspects de confort thermique ou même de suivi du développement de la végétation, ça nécessite quand même qu'il y ait une volonté forte, alors de la part de l'aménageur ici, enfin de la Solideo par exemple, de réfléchir à tout ça en amont, et puis après à la collectivité qui va du coup reprendre le suivi des espaces publics, de faire perdurer ce système d'observation et de surveillance de paramètres environnementaux. Et alors qu'il n'y a pas de contraintes dessus. Donc c'est vraiment ça qui est... on peut vouloir ici, dans ce cas précis du village olympique paralympique, il y a eu cette volonté. On va avoir un retour d'expérience sur les suivis des variables environnementales. Comment est-ce qu'on s'assure ensuite que c'est quelque chose qui est fait à plus grande échelle dans d'autres îlots ou qui ont peut-être moins de visibilité, mais sur lesquels il y a le même besoin, alors qu'il n'y a pas de réglementation sur ce sujet. Donc c'est vraiment, moi ça me semble un point... Une toute dernière question éventuellement si elle est rapide. Tout là-bas, ce sera la dernière. Bonjour, vous parliez plutôt des multiples indicateurs que vous avez utilisés pour respecter les réglementations environnementales. Moi, je m'interrogeais du coup sur la surperformance, si vous en aviez eu, et du coup, comment ça se... Comment financièrement, au niveau du budget, vous avez réussi à maintenir les coûts liés aux réglementations? Amandine? Alors, je voudrais juste corriger un tout petit peu, les indicateurs, ils n'étaient pas tous liés à la réglementation environnementale. On est aussi allé chercher beaucoup d'indicateurs qui allaient bien au-delà de la réglementation, sachant qu'à l'époque, on était toujours sur la RT 2012 et pas du tout sur la RE 2020 qui inclut notamment les sujets de carbone. Sur les sujets de la surperformance, alors c'est difficile de quantifier la surperformance déjà. Je pense que la première réponse, ça a été là encore le travail qu'on a fait en amont pour définir la stratégie. Si je prends l'exemple du village olympique, initialement on avait demandé une labellisation bâtiment passif pour l'ensemble des bâtiments. On s'est rendu compte que là on allait trop loin par rapport à ce qu'on était en capacité de faire, notamment financièrement sur le village, et donc on a redescendu un tout petit peu notre exigence à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous a la réponse de comment est-ce qu'on peut définir si on est en surperformance ou non, mais je pense pas qu'on se soit retrouvé dans des cas où on finance un certain nombre d'ouvrages ou de systèmes ou autres de façon superflue.
Guilhem, rapidement, ouais. J'ai pas la réponse évidemment, mais il y a quand même un outil merveilleux pour évaluer financièrement l'impact des performances programmatiques qu'on souhaite porter. Il faut avoir le temps de le faire, mais c'est le dialogue compétitif. Vous faites des ateliers avec les candidats, vous leur faites chiffrer différentes variantes, pas au sens de la commande publique pour le coup, et ça permet de prendre des décisions éclairées sur votre dossier de consultation finale. Par contre, il faut avoir les mois et les mois qui vont avec la procédure de consultation. Je vais arriver à la dernière partie de cette table ronde. Et c'est un peu ce que j'avais demandé déjà ce matin. Quelle leçon vous tirez de cette expérience, hein? Et si vous avez un conseil, je sais que le terme vous détestez, mais si vous avez un message à faire passer à ceux qui se posent la question, fort de votre expérience, pour la réplicabilité de tel projet, quel serait votre conseil? Guilhem. Alors moi, j'ai un conseil qui résonne avec toutes les tables rondes, pas seulement celle-ci, c'est que l'ambition, ça génère de la complexité, et que pour faire face à la complexité, il faut deux choses, il faut des compétences et des expériences. Et c'est très riche d'avoir ce type de dispositif de la Solideo et de ses partenaires que je remercie, parce que au regard du temps long des projets, au regard du turnover qu'on a dans toutes les organisations de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises, etc., réussir à construire une vision globale du déroulement de bout en bout, de la performance environnementale ou autre d'ailleurs sur une opération complexe, c'est très compliqué. Même pour nous, la pige, qui faisons toujours la même chose depuis des décennies, c'est très compliqué à mettre en place cette capitalisation. Et donc, des démarches comme celle-ci, ou des démarches comme la création de l'IMOA, l'Institut de la maîtrise d'ouvrage que je représente, ça permet d'agréger les compétences, il y en a un peu partout, mais surtout les expériences de chacun qui a vécu des contextes différents, des phases de projets différents, et de les faire partager à tous les maîtres d'ouvrage, au moins ceux d'intérêt général. Martial, une leçon ou un regret peut-être, hein? Un souhait? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, s'il y a cette question on est sûr de la volonté, puisqu'on a peu de cadres réglementaires. Donc c'est un peu dommage de dépendre que de la volonté, puisqu'on peut aller ensuite dans un autre projet où il n'y aurait pas cette volonté, et du coup on n'aurait pas ce suivi. Donc c'est très important, je pense qu'on a besoin de beaucoup communiquer une fois qu'on aura analysé justement les performances du village dans son fonctionnement, de communiquer dessus pour que ça puisse égrener dans d'autres environnements. Donc ça me paraît être quelque chose d'important, et aussi, comme on n'a pas non plus de cadre réglementaire ou de feuille de route là-dessus, c'est de produire un retour d'expérience, un modèle peut-être qu'on peut diffuser à d'autres sur comment faire. Et le fait que suivre des paramètres environnementaux sur le long terme, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il y a une méthodologie à appliquer, et il faut impliquer des experts pour le faire. Guillaume, Amandine, je vais être méchante, hein, j'aime bien, fin de journée. Vous êtes partis voguer dans d'autres cieux. Alors, est-ce que aujourd'hui vous arrivez à être aussi, avoir une telle excellence environnementale? Est-ce que on parle réplicabilité, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez afficher le drapeau aussi haut? Je commence et je te laisse après. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose. On n'a pas complètement réinventé notre métier de bureau d'études environnement. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on faisait déjà, qu'on continue à faire. La différence, c'est effectivement l'ampleur des ambitions. On disait tout à l'heure que il fallait savoir faire des choix et choisir nos combats. La grande différence du projet olympique, c'est que le combat, il a été réparti sur toutes les thématiques. Et qu'il n'y en a pas une qui a été laissée, qui a été dévaluée au détriment, au profit des autres plutôt. Là où effectivement, dans notre quotidien, on se retrouve plus souvent avec un enjeu qui va être prédominant par rapport aux autres. Je pense que l'un des autres écueils qu'on peut rencontrer au quotidien aussi, c'est l'implication du décideur et du donneur d'ordre. Là, on avait la Solideo qui était extrêmement impliquée
et qui a réussi à entraîner toute la chaîne d'acteurs dans cette implication en faveur de la performance environnementale. On retrouve pas ce portage et cette volonté dans toutes nos opérations. Et c'est là qu'on a des pertes dans la qualité finale de ce qu'on est capable de proposer. C'est joliment tourné. Et Guillaume, même question. Moi, j'ai toujours en tête la première fois que j'ai découvert le dossier de la Solideo avec les 2-3 pages sur la stratégie environnementale, 3 pages à 4, écrit un peu large avec des schémas. Et quand je vois le document final de tout ce qui a été accompli, je me dis mais waouh, on a réussi à faire ça. Les premières annonces, quand c'était de dire on va faire tous les JO en bois, c'est toute la filière du bâtiment qui s'est levée, qui dit quoi, c'est possible. Quand on voit ce qui était accompli, quand on avait une réglementation RT 2012 qui était le truc peut-être le moins bon au monde, et qu'on a aujourd'hui la RE 2020 qui est la réglementation la plus incroyable dans tous les sens du terme au monde. Quand je vois les industriels qui ont fait un travail extraordinaire de décarbonation, je me dis nous, filière du bâtiment, on est les champions, quoi. On va réussir à se décarboner. Alors, je me moque souvent des autres filières où on sait qu'elles ont plein d'écueils, plein de difficultés, mais la filière du bâtiment, on est quand même les king of the world de la décarbonation, et c'est les Français. C'est à chaque fois que vous lisez un rapport international, c'est faites comme la France, faites comme la France, faites comme la France. Il y a que des avantages. Ça fait du bien même. Ah bah je suis pas chauvin, pas plus que ça, même si je peux le paraître là, mais c'est un peu factuel ce que je dis. Et du coup, on arrive à embarquer le monde entier avec tous les avantages, tous les co-bénéfices. Et donc cette RE 2020 et tout ce qu'on a accompli, c'est absolument incroyable. On a des objectifs qui sont, alors pour nos enfants, même pour nous plus tard quand on sera tous un peu plus vieux, qui sont vraiment encourageants, enthousiasmants. Kelly, vous avez tellement travaillé et sur ce rapport et sur ces années, je vais vous demander un cri du cœur. Vous y croyez à cette réplicabilité ou pas ? Absolument. Et c'est un absolument qui vient du cœur. Pourquoi ? Parce que dès le début, je suis arrivée à la Solideo en 2021, j'entendais déjà parler d'héritage, j'entendais déjà parler de ce mot réplicabilité, et ça a été placé au cœur de l'ADN en fait de cet établissement public qui avait, pour moi effectivement, je reprendrai un des mots de Guilhem tout à l'heure, le sens de cet intérêt général. Et c'est aussi tout l'objet de cette année 2025 qui nous anime. Je pense qu'il y a assez peu de projets et de méga-projets qui ont le temps qui prennent le temps de regarder en arrière et de se dire qu'est-ce qui s'est bien passé, pourquoi, quels sont mes facteurs de réussite, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi, est-ce que j'ai rencontré des aléas de chantier ponctuels, et ben, ça arrive sur chacun des chantiers, mais c'est pas une difficulté particulière parce que je vais pouvoir le refaire ailleurs, ou au contraire, est-ce que la difficulté que j'ai rencontrée, elle a été transverse, elle a été partagée par différents maîtrises d'ouvrage sur différentes typologies, et bon là, peut-être qu'on a un écueil qui est plus intrinsèque et qu'il va falloir qu'on retravaille. Et vraiment toute cette question de retour d'expérience, et ça se traduit donc notamment par la publication d'un bilan, d'un rapport qui fait le bilan et les perspectives de toute cette stratégie environnementale sur ces 6 années de la Solideo, qui a été publiée en novembre et dont cette journée aujourd'hui permet d'en faire je trouve certes la promotion, mais surtout l'explication de thématiques particulières, et c'est ce qui va nous animer aussi sur tout le reste de cette année. On a différents guides qui ont déjà été publiés. Il a été évoqué les ATEX en début de journée. On parle des guides quand même sur les douches sur plancher bois à 0 ressaut, sur les revêtements de façade à hausseur sur bois, qui étaient en fait des techniques considérées comme non courantes. Et tous les QR codes qui ont été distribués dans les programmes, vous avez dû voir une petite feuille qui est glissée qui vous permet d'accéder à toutes ces... Tout à fait. Donc, tout ce corpus documentaire où l'objectif de la Solideo, c'est de le mettre en fait en open source pour que chacun et chacune puisse s'en saisir et y trouve ces éléments de réplicabilité, se les approprie, et qu'on puisse être là aussi pour livrer notre héritage. Et donc oui, c'est réplicable, et je pense que le mot de la fin, si je puis me permettre, ce serait que certes, on a pu aller aussi loin et embarquer autant de monde parce que ça a été les Jeux, et les Jeux ont été un accélérateur, mais ça peut se faire sans, parce que
il y a eu tout un tas d'éléments dont on s'est parlé au terme de cette journée, qui sont effectivement, qui étaient déjà présents et qui seront présents aussi dans les futures réglementations. La RE 20 en fait une très belle synthèse. Alors, vous venez de dire mot de la fin et je voulais vous prendre justement au sens propre. On arrive non seulement au terme de cette table ronde, mais presque au terme de cette journée. Si je vous demande à chacun un mot qui pour vous est vraiment... Ah ouais, elle est dure, Guillaume. Hein, là, vous n'êtes pas le premier, vous avez de la chance, mais... un mot qui vous aura marqué et qui est le mot que doit retenir même ceux qui ont eu un peu trop chaud et là qui doivent se réveiller. Je vais faire l'autosatisfaction de la maîtrise d'ouvrage. Moi, j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de compliments qui ont été faits à la Solidéo. Et donc, ce que j'en retiens, c'est que pour faire un bon projet, il faut une bonne maîtrise d'ouvrage. Martial, votre mot? Ouais, moi, c'est la volonté qu'il y a derrière toute cette équipe, mais avec une certaine fragilité quand même sur la possibilité de répliquer, et puis surtout sur le fait de regarder sur l'évaluation dans les prochaines années. Il va falloir rester très vigilant. Guillaume. Non, si vous l'arrêtez, on n'y arrivera pas. Oui, avec un micro allumé, ça marche. Alors c'est dur comme. Je vais dire changement climatique, mais dans les deux sens du terme. À la fois le côté négatif de tout ce qu'on entend des changements, mais aussi le côté les engagements ont pu être pris parce qu'il y avait cette vision du futur, d'un futur souhaitable. Moi, je vais avoir 2 mots de la fin. Je conclurai sur co-construction et agilité d'esprit dans la façon d'aborder les projets et l'agilité dans la gestion de projet. Donc, tout en restant inflexible quand même sur nos ambitions, mais agile dans la façon de les atteindre. Amandine, le mot de la fin de la fin. Comme la volonté m'a été volée par Martial, moi je dirais optimisme, parce qu'en fait c'est ce que tu disais, Kelly. On s'est rendu compte que c'était faisable dans des calendriers très contraints, etc. Et du coup, je suis très très optimiste pour la suite. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, ça, optimisme. Merci beaucoup à tous les 5. Pour la clôture de cette journée, je vais me tourner à nouveau vers Yann Krysinski, si vous voulez bien, directeur général exécutif de la Solidéo. Comme vous voulez, les deux marches, c'est comme vous préférez. Peut-être c'est très bien là, c'est très officiel. Je vous cède la scène. Ok, alors nous voilà à la fin de cette journée et je voulais tout simplement vous remercier tous d'avoir eu le courage de rester jusqu'au bout. L'intérêt que vous avez porté au thème de ces interventions, elle a été à la hauteur de nos attentes, de mes attentes personnelles dans ce sujet de réplicabilité m'est cher. Je tiens à remercier les conférenciers, tout spécialement, pour leur exposé d'une très grande qualité. Et puis, du fond du cœur, mes remerciements à tous les Solidéens qui sont là, les Solidéens actuels et les Solidéens passés, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude et de mon éternelle reconnaissance. À l'ouverture de cette journée, je vous invitais à réfléchir, à échanger sur les contours de la problématique environnementale dans l'acte de construire. Au regard de l'ampleur et de la richesse des échanges, il me serait impossible de vous faire un résumé complet de ce qui a été dit. Je voudrais m'arrêter sur quelques idées fortes que j'ai notées tout au long de la journée. La première, c'est que on n'a pas à choisir entre planning et ambition. En fait, on a démontré que les deux étaient faisables, mais à certaines conditions, et je reprendrai les termes d'Amandine à l'instant, en fait, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché, on n'a pas fait le choix d'une ambition par rapport à une autre, on a assumé d'être un peu pénible, en fait, vis-à-vis de vous tous, et vous l'avez gentiment accepté, tous les maîtres d'ouvrage olympiques, sur l'ensemble des sujets, et vous avez joué le jeu. Et c'est mon deuxième point, c'est la confiance que vous nous avez faite, les maîtres d'ouvrage olympiques, en rentrant dans cette aventure. On partait nous d'une feuille blanche et vous nous avez fait confiance. Et donc je vous en suis également profondément reconnaissant. Et si on prend un peu de recul sur cette deuxième idée de la confiance, c'est également la communication qui est associée. On a été en échange permanent. En fait, on avait moins de temps sur ces projets.
Et parce qu'on avait moins de temps, on s'est davantage vu et on a davantage communiqué, ce qui est finalement un peu contre-intuitif. Troisième idée que j'ai retenue, c'est d'assumer la complexité contractuelle et juridique de ce projet, des projets en général. Cette complexité, en fait, elle est souhaitable, elle est nécessaire. Et c'est grâce à elle qu'on a pu piloter, vous aider à atteindre les objectifs, avoir les cordes de rappel nécessaires pour que, malgré certains aléas, on puisse ensemble franchir la ligne d'arrivée sans renoncer aux ambitions. Et puis, dernière idée que j'ai retenue, ce sont les règles claires. En fait, notre mission, notre enjeu à nous, avant de contractualiser avec les maîtres d'ouvrage olympiques, c'était d'être certain que ce qu'on vous proposait soit atteignable et faisable. Et c'est finalement une assez grosse responsabilité de notre part, et puis vous y êtes arrivé. Voilà, donc je retiens cette notion de faisabilité des objectifs. Voilà, toute cette production, ces travaux, en fait, ils sont disponibles sur notre site internet et on va continuer à abreuver le site du fruit de cet héritage méthodologique qu'on co-construit sur cette année. Ce site, il est librement accessible. Et vous y trouverez d'ores et déjà, de façon très concrète, des cahiers des charges types, des process, des guides, des notes. N'hésitez pas à les consulter et n'hésitez pas à venir nous voir. Il nous reste 9 mois et 1 semaine d'existence avec nos moyens propres. Et c'est notre rôle, établissement public d'État, que de passer du temps avec chacun d'entre vous, professionnels de la construction, entreprises publiques et privées, pour, avant de tirer notre révérence, vous aider à poursuivre cette aventure des projets vertueux sur le plan environnemental et sur le plan social. Avant de clôturer officiellement cette journée, j'adresse tous mes remerciements évidemment à la maire de Paris, Madame Hidalgo, présidente de notre conseil d'administration, à Mesdames les ministres du Logement et des Sports qui nous ont fait l'honneur d'être présentes ce matin, aux délégués interministériels évidemment, à mes tutelles qui étaient également là toute la journée, et puis à Madame Desjardins qui a brillamment animé les débats. Une fois encore, je remercie sincèrement vous tous pour cette participation et je vous donne rendez-vous à 2 autres rencontres. La prochaine se tiendra début juin. Elle aura le même format, peut-être un tout petit peu plus ramassé, et elle se concentrera sur le volet de l'acte de construire socialement exemplaire. Et puis la 3e et dernière rencontre, avant que la Solidéo tire sa révérence, ça sera en septembre, et on s'intéressera au sujet de gouvernance et de prise de décision. Voilà, à nouveau, du fond du cœur, merci d'être venu aujourd'hui et à très bientôt.